Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument de la philosophie, un auteur réputé complexe mais absolument passionnant, Jacques Derrida. Et on va le faire en menant une enquête philosophique pour tenter de percer le mystère de ce qu'il nomme la vérité en peinture. Alors, tout commence avec cette image. Elle est tirée de la couverture du livre de Derrida. Qu'est-ce qu'on voit au juste? Des souliers? Ou peut-être des pieds? On ne sait pas trop. Dès le départ, l'image nous pousse à y regarder à deux fois, à nous interroger. C'est le point de départ parfait pour notre enquête. Et ça nous amène directement à la question centrale. C'est quoi, au fond, une œuvre d'art? Spontanément, on a envie de dire, c'est ce qu'il y a sur la toile, ce qui est délimité par le cadre, point final. Mais c'est là que Derrida intervient pour tout bousculer. Et si, en fait, les indices les plus importants se trouvaient juste en dehors de là où on a l'habitude de regarder? Alors voilà notre premier indice, le cadre. Pour comprendre une peinture, Derrida nous dit « Arrêtez de vous focaliser sur le centre, regardez les bords. C'est le cadre qui pourrait bien détenir la clé de toute l'énigme. » Et pour parler de ça, il utilise un concept clé, un mot qui a l'air un peu barbare, mais qui est essentiel, le parergue. Ça désigne tout ce qui semble être à côté de l'œuvre. L'exemple le plus simple, c'est le cadre d'un tableau. Il n'est pas vraiment dans le tableau, mais il n'est pas non plus complètement en dehors. Il n'est pas l'œuvre elle-même, et pourtant sans lui, on aurait du mal à la considérer comme une œuvre. En gros, pour simplifier, on a d'un côté l'ergone, ça c'est l'œuvre, ce sur quoi on est censé se concentrer, et de l'autre, le parergone, tout le reste, tout ce qu'on a tendance à ignorer. Mais est-ce que cette séparation est vraiment si nette? C'est toute la question. Parce que quand on y réfléchit bien, ce fameux parergon, il est partout. Ce n'est pas juste le cadre en bois. C'est aussi le titre du tableau, la signature de l'artiste, le petit cartel d'explication au musée et même le mur sur lequel l'œuvre est accrochée. Sans parler de tout ce que les critiques d'art en disent. Tous ces éléments qu'on croit extérieurs, en fait, ils façonnent complètement notre regard. Ce ne sont pas juste des accessoires. Et c'est là que ça devient vertigineux. Pour Derrida, la frontière entre l'œuvre et son à côté n'est pas du tout étanche. Le cadre, par exemple, s'infiltre dans l'œuvre. Et l'œuvre, elle, peut déborder sur son cadre. La limite devient toute floue. Le point crucial à retenir, c'est que ce qui est censé être accessoire est en fait absolument fondamental pour que l'œuvre existe en tant que telle. Allez, on avance, passons à notre deuxième indice. Cette fois, ce n'est pas un objet, mais une phrase. Une phrase célèbre, un peu mystérieuse, prononcée par le grand peintre Paul Cézanne. Une promesse qui est vraiment au cœur de l'analyse de Derrida. La voilà, cette phrase « Je vous dois la vérité en peinture et je vous la dirai ». Waouh, c'est une déclaration incroyablement forte, non? Un peintre qui promet de dire la vérité. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Qu'il va la peindre ou qu'il va en parler? Et c'est la vérité de quoi au final? Et pour qui? C'est là que le travail de détective de Derrida est absolument génial. Il ne se contente pas de lire la phrase, non, il la décortique, il la passe au microscope, mot par mot, pour faire ressortir toutes les ambiguïtés, toutes les tensions qui se cachent dedans. Et ce qu'il montre, c'est que cette petite promesse est en fait un vrai casse-tête. Elle peut vouloir dire au moins 4 choses complètement différentes. Peut-être que Cézanne promet de nous montrer la chose elle-même, brute, sans filtre. Ou alors, peut-être qu'il promet le contraire, une copie parfaite de la réalité. Ou encore, il parle peut-être d'une vérité qui n'appartient qu'à la peinture, la vérité de la matière, des pigments, du geste. Et enfin, dernière possibilité, c'est une vérité philosophique sur la peinture. Impossible de choisir, la phrase flotte entre tous ses sens. Bon, maintenant qu'on a nos deux concepts clés en main, le parergo et cette promesse ambiguë, on va voir comment tout ça s'articule dans un cas très concret. Une fameuse dispute philosophique qui a eu lieu autour d'une paire de vieilles chaussures. C'est le moment d'assembler les pièces du puzzle. Et voilà qu'on retrouve nos souliers du début. Ce tableau, une œuvre de Van Gogh, a été au centre d'un véritable combat de titans intellectuels, un duel entre deux des plus grands penseurs du XXe siècle, Martin Heidegger et Meyer Shapiro. Alors voilà le débat. D'un côté, Heidegger regarde le tableau et dit « Ces souliers nous révèlent la vérité du monde d'une paysanne, son travail pénible, son lien à la terre. » Mais de l'autre côté, Shapiro, l'historien d'art, lui répond « Pas du tout. Historiquement, on sait que ce sont les souliers de Van Gogh lui-même, un artiste qui vivait en ville. » La vérité du tableau change donc radicalement selon le contexte, selon le parergon que chaque penseur amène avec lui.
Et c'est là que Derrida entre en scène. Lui, il ne cherche pas à donner raison à l'un ou à l'autre. Ce qui l'intéresse, c'est le duel en lui-même. Il nous dit que la vérité n'est pas une chose cachée dans le tableau, attendant d'être découverte. Elle est en fait créée par tout ce qui se passe autour de lui. Le discours, la controverse, le débat. C'est le parergon en pleine action. Et pour en arriver là, Derrida procède de manière très méthodique. Son livre n'est pas un chaos, bien au contraire. Il est construit comme une enquête rigoureuse, en 4 grandes étapes, comme s'il faisait 4 tours autour de son sujet pour mieux le cerner. C'est un parcours très logique. Il commence par le plus grand cercle, le Péron Gémil-Giuliano, le cadre, tout ce qu'on a vu. Ensuite, il zoome, il se rapproche pour analyser l'élément le plus simple, le trait, la simple ligne. Après ça, il regarde comment ce trait devient une signature, un style, ce qu'il appelle le ductus. Et pour finir, il met tout ça à l'épreuve du réel avec son étude de cas, le fameux duel sur les souliers de Van Gogh. C'est une façon d'encercler son objet d'étude sans jamais prétendre le capturer. Alors, après avoir suivi toutes ces pistes, récolté tous ces indices, quelle est la conclusion de notre enquête? Où est-ce qu'elle se trouve finalement cette fameuse vérité en peinture? Eh bien, la réponse de Derrida est aussi simple qu'elle est déroutante. La vérité n'est pas un secret caché dans le tableau. L'art, ce n'est pas un coffre-fort dont il faudrait trouver la clé pour découvrir le trésor qui est dedans. La vérité, en fait, ce n'est pas une chose, c'est plutôt un événement, quelque chose qui se produit, qui surgit dans l'attention, dans le jeu permanent entre ce qu'on considère être dedans et ce qu'on croit être dehors. C'est une relation, toujours en mouvement, jamais stable. Et c'est justement cette instabilité qui rend l'art si puissant et infiniment riche. Et tout ça, finalement, ça peut nous amener à une dernière question, une question pour nous. Si la vérité d'une peinture dépend de tout ce qui l'encadre, qu'en est-il de nos propres vies? Est-ce que le contexte, les discours des autres, les attentes que nous entourent, est-ce que tout ce cadre ne fait pas lui aussi entièrement partie du tableau?